Bonjour tout le monde. C'est une tradition à Blind, c'est de commencer en avance. C'est exceptionnel. Vous allez bien? Cool, je suis ravi d'être parmi vous ce matin. C'est un petit peu dur parce que j'étais aussi parmi vous hier soir et on a un petit peu abusé. Mais vraiment, belle organisation. Félicitations aux organisateurs de Blind. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs parmi vous? Des start-upers, essentiellement? Des VC? Non, bon, c'est bon, je vais pouvoir dire ce que je veux sur mes collègues alors. Alors ce matin, on va parler d'amour et de l'amour entre les VC et les entrepreneurs et de ce qu'on peut attendre en tant qu'entrepreneur d'une relation avec des VC et en particulier de ces VC qui s'autodéclarent amicaux envers les entrepreneurs, qui est une race à laquelle je crois et j'espère appartenir. Pour vous parler de ça, je vais faire trois choses. D'abord, je vais vous raconter super brièvement mon parcours pour vous expliquer la perspective que j'ai sur la relation VC-entrepreneur. Je suis VC, mais j'étais entrepreneur avant. Deuxièmement, je vais présenter le concept même d'un VC qui est amical, friendly envers les entrepreneurs. Et puis ensuite, de façon très pragmatique, je vais vous donner des exemples d'actions, d'actes précises, pragmatiques, actionable, comme on dit, de ce qu'on peut attendre de cette relation. Et je serais ravi s'il y avait des questions parmi vous, en particulier de la part d'entrepreneurs qui pourraient déjà travailler avec des VC ou qui envisagent de travailler avec des VC et qui veulent savoir ce qu'on peut en attendre et quel est le bénéfice de travailler avec cette race trop rare mais assez intéressante de VC entrepreneur friendly. Moi j'étais entrepreneur il y a super longtemps. La première boîte que j'ai montée, le mot VC n'existait pas, le mot startup n'existait pas, donc je l'ai développé de façon organique sans capital. Ensuite j'ai travaillé dans un grand groupe qui s'appelait Thales où j'ai développé avec du capital mais c'était pas le mien. Et à un moment donné dans ma vie j'ai croisé un chercheur génial, Marc Vertès, qui m'a dit ça. Alors c'est verbatim, il m'a vraiment dit ça. Donc moi j'ai fait, quand j'ai vu ça, ce qu'on aurait tous fait quand quelqu'un vous dit ça, c'est que j'ai monté une boîte pour ça. Vous reconnaissez, il y a des super geeks parmi vous? Ça, c'est la base des containers qui sont dans le noyau Linux, sur laquelle une boîte qui s'appelle Docker a été montée, et que nous, on a mis dans le noyau Linux à partir des années 2000. Donc c'était une évidence qu'il faut monter une boîte quand quelqu'un vous dit ça. Et c'était une évidence aussi qu'il faut investir pas mal pour transformer cette chose-là en capital. Donc là, j'ai levé du capital, j'ai levé une quinzaine de millions d'euros. On a eu 14 VC, j'ai eu des business angels, des institutionnels, des corporates, des Français, des Allemands, des Américains. Donc j'ai connu de façon assez poussée la relation avec des investisseurs lors de cette aventure-là. Cette aventure-là, elle a fini par bien se passer. On l'a amené à Palo Alto, ça a été racheté par IBM. Et chez IBM, j'ai ensuite fait ce qu'on appelle du corporate VC, c'est-à-dire de l'investissement en tant que corporate dans des entreprises. Donc j'ai connu l'autre côté de la table. Et puis à un moment donné, j'ai eu envie de monter une autre boîte. J'ai monté cette boîte-là, on s'est tenté dans le B2C. On a fait une espèce d'interface à base de widgets pour les téléphones portables et puis on a levé de l'argent pour faire ça, pas mal d'argent aussi avec 4 autres VC, donc ça a amené à une vingtaine le nombre de VC avec qui j'ai travaillé à cette époque-là. Un autre entrepreneur a eu une idée un petit peu similaire mais il l'a réalisé 1 milliard de fois mieux, il s'appelait Steve Jobs. Donc cette boîte, pour des raisons X ou Y, dont un changement de marché assez substantiel, est morte. Il a fallu qu'on la pivote et donc j'ai travaillé là avec des investisseurs pour abandonner une boîte en état d'échec et en créer une autre à partir de ce concept. Bonjour, oui je sais, on a commencé en avance, mais je crois qu'on peut comprendre encore, même si on a raté les épisodes précédents. Désolé. Et cette boîte qu'on a pivotée s'appelle maintenant Scoopit, elle existe toujours. On a relevé de l'argent ensuite sur Scoopit pour l'américaniser avec d'autres VC encore, et y compris de la dette, qui est aussi un type de financement qui est assez rare pour les startups, mais qu'on a réussi à faire. Et en parallèle de cette activité d'entrepreneur, j'avais une activité de advisor et de business angels auprès de plusieurs startups, dans lesquelles j'ai aussi fait accompagner pendant des levées de fonds, donc ce qui fait que bout à bout j'ai dû travailler avec 20-25 VC en France, quelques-uns en Allemagne et quelques-uns aux US, donc j'ai une perspective assez étendue en tant qu'entrepreneur sur ce que peut être la relation avec des VC. Et puis enfin l'année dernière, la boîte Scoopit existe toujours, elle est vivante à San Francisco, j'habitais à San Francisco, j'avais envie de revenir en France parce que je pense que ce qui se passe sur la scène des startups en France c'est exceptionnel, c'est historique, et donc je suis devenu VC, donc je suis passé une fois de plus de l'autre côté de la table, que certains appellent la dark side de la force, et donc j'ai rejoint Elaya Partners. Je ne sais pas si vous connaissez Elaya, c'est un des top VC à Paris, premier investisseur dans ces entreprises-là, des grandes aventures, un Criteo qui est allé en bourse, Sigfox dont on connaît le leadership, Tits qui fait 200 millions de revenus, Miracle, leader mondial dans son domaine. J'ai rejoint Elaya parce que Elaya partage un goût pour l'investissement qui est le mien, c'est de faire du early stage, du digital, aimer les grosses technologies. Vous avez vu la première slide que je vous ai montrée sur cette boîte où j'ai levé 15 millions, c'est la grosse tech, avec une préférence pour les business models B2B. Mais en plus de ça, Elaya se présente comme un VC entrepreneur friendly, et qui est pour moi, en tant qu'entrepreneur, une valeur absolument fondamentale. Alors il a fallu
comprendre ce que ça veut dire. La chose importante, c'est que ça caractérise le type de relation qu'on a entre les VC et les entrepreneurs. Et un VC est entrepreneur fin de vie, pas simplement par éthique. Bien évidemment, il y a de l'éthique. Moi, je pense, j'ai une hypothèse dans la vie, c'est qu'on vit qu'une seule fois, et quitte à vivre une seule fois, autant vivre avec des belles valeurs dont on est fier. Mais c'est pas que de l'éthique, c'est aussi pour être efficace. On pense que quand on arrive à travailler en équipe, quand on arrive vraiment à intégrer les efforts et les talents de VC avec celui de l'entrepreneur, on augmente les chances de victoire. Alors pour comprendre cette relation entre les VC et les entrepreneurs, la première chose qu'il faut comprendre et accepter et respecter, c'est que ce sont deux animaux complètement différents. Le VC et l'entrepreneur sont engagés dans les mêmes aventures, ils ont la même envie, c'est que ces aventures soient des succès, mais ils ont sur ces aventures des perspectives complètement différentes. Et ça, il faut le comprendre et l'accepter, et surtout le respecter pour réussir à créer cette relation win-win. En quoi ils sont différents? Alors, le VC est beaucoup moins engagé personnellement sur les aventures dans lesquelles il investit, et donc il a une espèce de recul, une espèce de perspective un petit peu plus froide, un petit peu plus objective que l'entrepreneur qui est engagé à fond. Cette objectivité bénéficie à l'entrepreneur, pour autant que le VC la partage. Et par ailleurs, le VC, il a aussi cet intérêt, c'est de pouvoir travailler dans plusieurs entreprises à la fois, alors qu'on sait à quel point un entrepreneur est engagé à 200 000% dans sa start-up. Le focus est une exigence absolue pour réussir une start-up. Et donc, l'entrepreneur, il a moins de recul et en plus, il ne bénéficie pas de cet effet de réseau supérieur que le VC peut apporter. A l'inverse, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est complètement engagé dans ses startups, c'est quelqu'un qui descend dans le ring, c'est quelqu'un qui prend des coups, c'est vraiment la personne qui prend des risques dans une entreprise. Vous connaissez la différence entre être engagé et impliqué. Donc la différence, il faut la poser à la fameuse omelette au jambon. Dans l'omelette au jambon, la poule est impliquée, le cochon est engagé. L'entrepreneur est vraiment engagé. Et vous allez me dire que cette façon de prendre des coups et de descendre dans l'arène, donc cette prise de risque, ça vous caractérise en tant qu'entrepreneur, mais j'imagine que vous, entrepreneur du web, vous pensez que la prise de risque et la prise de coups, c'est pas tout ce qui vous caractérise, il y a aussi l'innovation qui vous caractérise. Notez bien que ce type-là, il est descendu dans une arène, faire face à un taureau probablement en rut dans une arène boueuse avec des patins à roulettes au pied. Pour moi, ça caractérise vraiment un entrepreneur. Et à mon avis, les trois types qui regardent derrière, c'est ces VC. Donc il y a une différence d'engagement. Et il faut bien comprendre cette différence de perspective et cette différence d'engagement pour comprendre la relation. Mais c'est une relation qu'on doit créer. Et il faut travailler en équipe pour arriver au succès. Donc pour expliquer cette relation, ce que j'aime bien, c'est utiliser la parabole de Lazarus. Vous connaissez Lazarus? Vous connaissez Lazarus pour de vrai? Donc là, je fais référence à Xavier Lazarus, qui est mon associé dans Elaya, et qui a cette habitude de dire que la vraie personne qui gère une boîte, c'est pas le VC, c'est l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur qui décide quand il faut accélérer, quand il faut tourner, où est-ce qu'on va, c'est lui qui tient le volant. Le VC a été invité sur le siège de passager. Bon, incidemment, il a été invité sur le siège de passager, et c'est lui qui paye le plein et qui paye le péage. Mais il faut bien garder cette asymétrie de perspective pour comprendre la relation et pour développer ensuite ce qu'on va appeler cette relation entrepreneur-friendly. Alors, entrepreneur friendly, mais quand déjà, avant de savoir comment et pourquoi, quand? Alors, la relation entre l'entrepreneur et le VC peut durer assez longtemps. Une entreprise, en moyenne, dans le mode start-up financé par du capital risque, ça va vivre entre 6 et 7 ans. Et cette relation va se développer selon 4 phases. L'analyse, quand on reçoit le dossier et qu'on commence à scruter si on a envie d'investir. La négociation, si on a envie d'investir et qu'il faut écrire un contrat. Ensuite, tout le développement de la vie de la boîte qui va durer 5-6 ans. Et puis, quand ça se passe bien, l'exit. Et d'ailleurs, même quand ça se passe mal, il y a une exit. Alors, je vais vous détailler chacune de ces phases-là. Et pour chacune des phases, je vais vous donner des exemples pragmatiques de comment on crée, nous, à Elaya, la relation avec les entrepreneurs et le bénéfice que l'entrepreneur peut en tirer. Alors, la première phase, c'est l'analyse du projet, donc deal analysis. C'est une phase qui peut durer, dans les meilleurs des cas, 2-3 semaines, mais c'est rarissime, il faut vraiment un gros coup de foudre. Elle va plutôt durer 2-3 mois en général. Elle commence quand on reçoit un PowerPoint ou un teaser, et elle finit par une déclaration d'amour quand on va se fiancer, quand on écrit ce qu'on appelle la term sheet, qui est donc la déclaration d'intérêt d'investir dans la boîte. Pendant cette phase, on va scruter la qualité de l'équipe, sa complétude et sa qualité et sa dynamique entre elles. On va scruter la validité de la technologie, on va faire des analyses de marché pour en comprendre la profondeur, on va regarder aussi la crédibilité de la stratégie d'exécution, donc de go-to-market. Et puis à l'issue de ça, si ça nous plaît, on écrit une term sheet, ça complète cette phase d'analyse et on rentre dans la phase numéro 2. Alors, comment caractériser une relation entrepreneur friendly pour un VC pendant cette phase-là? Donc la première chose, nous, qu'on a en tête et qui est cruciale, c'est que, si on reprend la slide précédente
du VC qui réfléchit, et qui réfléchit sur plusieurs sujets à la fois, à l'opposé de l'entrepreneur qui réfléchit aussi, mais qui est surtout dans l'action, et qui est dans l'action à 200 000% sur sa boîte, c'est de respecter le temps de l'entrepreneur. Lever des fonds pour un entrepreneur, ça prend du temps. Ça a un impact sur le développement opérationnel de la boîte. La boîte va ralentir en fait pendant que vous êtes en levée de fonds, c'est indéniable parce que vous allez voir plusieurs VC, et les VC vont être exigeants, il va falloir préparer des documents, il va falloir répondre à des questions, il va falloir faire des meetings, ça prend du temps. La première chose qu'un VC qui est entrepreneur friendly doit faire, c'est respecter du temps. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas passer du temps avec l'entrepreneur, ça veut dire qu'il faut être là à l'heure, qu'il ne faut pas faire dépasser les meetings, qu'il faut envoyer des réponses rapidement. Et nous, on a une charte où on s'engage d'une part à avoir à minimum un investisseur senior de notre équipe dans chacun des meetings qui va avoir lieu du début jusqu'à la fin de notre relation pour qu'on ne perde pas de temps à travailler avec des gens qui ne sont pas décisionnels. C'est très très important. Par ailleurs, on envoie des réponses précises et substantiées et expliquées, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives à l'issue de chaque interaction qu'on a. Et donc on construit une relation comme ça qui est très propre et qui est très facile à lire. Et de même, on va de temps en temps commettre ou appeler un expert extérieur, que ce soit pour faire une analyse technique, que ce soit pour faire une référence personnelle, ou que ce soit pour approfondir une compréhension du marché. Et à chaque fois qu'on fait ça, on le fait dans un cadre qui ne crée pas de conflit d'intérêt. On annonce à l'avance le type d'intervenant qu'on va appeler, et il n'y a pas de surprise où un entrepreneur va venir à un meeting, et je vous invite vraiment à faire attention à ça, arriver à un meeting, et puis il y a des personnes tierces qui sont dans ce meeting, on ne sait pas qui c'est, puis c'est peut-être des gens qui travaillent en concurrence avec vous, ou c'est peut-être même des clients à vous, ça n'a pas été annoncé et ça peut vraiment troubler la relation. Donc ça, c'est comment être entrepreneur friendly pendant la phase d'analyse, et c'est très important parce que c'est là que va se créer l'envie ou pas de travailler ensemble sur du long terme. Ensuite, si cette phase d'analyse se passe bien, on aime l'équipe, on aime la proposition de valeur, on pense que la technologie est solide et que l'opportunité de marché est réelle, on va écrire une term sheet. Donc la term sheet, c'est la fin de l'analyse, c'est la déclaration d'amour. Et cette term sheet, il va falloir la transformer ensuite en un contrat qui va se matérialiser de plusieurs façons, dont en particulier le pacte d'actionnaires. Et donc c'est oui, ça, c'est pas la bonne photo. La phase de négociation, c'est pas ça. La phase de négociation, c'est ça. Voilà. Pendant la phase de négociation, on s'aime toujours, mais c'est en général, on va commencer à s'échanger des coups par opposé à la phase de drague initiale où chacun essaye d'être très séduisant. Même un VC qui est entrepreneur friendly va défendre ses intérêts. Le VC ne peut exister que si, à la fin de l'aventure, il a fait de l'argent, parce que le VC lui-même doit lever de l'argent pour le mettre dans les startups. Donc un VC qui aurait des résultats négatifs ne marche pas, donc le VC doit défendre ses intérêts. Quand un VC fait un investissement très early stage dans une entreprise, c'est un acte de foi, il n'y a pas de valeur comptable de l'entreprise, et donc la valeur qu'on va donner, elle est basée sur une idée qu'on se fait que si on met cette valeur-là, l'entrepreneur va être motivé, ça va bien se passer, mais en fait, il n'y a pas de choses tangibles derrière, donc il faut défendre les intérêts du VC également pendant la négociation, et donc en général, la négociation se passe de façon un petit peu délicate, d'autant plus qu'un entrepreneur, souvent, n'a pas fait ça déjà dans sa vie et donc ne maîtrise pas toutes les petites astuces juridiques qu'on peut mettre dans un pacte d'actionnaires. Donc c'est très important de faire attention à cette phase de négociation. Qu'est-ce qu'on déclare, nous, à Elaya, comme étant des critères très importants pour être entrepreneur friendly ? Le premier critère, c'est pas trivial et je vous invite vraiment à regarder les term sheets quand vous levez de l'argent, c'est d'avoir une term sheet qui comprend l'intégralité des termes compliqués. On a des VC qui font des term sheets hyper longues parce qu'ils ont des avocats super bien payés et les avocats sont payés à la page, donc il faut faire des term sheets de 50 pages et on comprend rien à ce qu'il y a dedans. C'est pas entrepreneur friendly parce qu'un entrepreneur comprend rien et donc il est perdu. Ça donne vraiment pas envie de se marier quand on a un contrat qui est trop compliqué. À l'inverse, il y a des VC qui font des term sheets d'une demi-page. Ils vont dire voilà, on va vous donner 2 millions. Ouais, chouette, on y va, hop, on signe. Quand on signe une term sheet en tant qu'entrepreneur, on rentre en exclusivité. Ça veut dire qu'on peut plus discuter avec d'autres VC. Et à partir de cette phase d'exclusivité, on va transformer la term sheet en contrat. Et là, on se rend compte plus tard, toutes les clauses qui étaient un petit peu délicates, un peu sujettes à friction, elles n'étaient pas dans la term sheet, on les découvre après. Et la négociation est super compliquée et on finit par avoir un pacte d'actionnaires qui ne nous plaît pas. Ça, nous, on est strictement, complètement opposé à ça. On écrit des term sheets qui ne sont pas trop lourdes pour que l'entrepreneur arrive à les lire, mais dans lesquelles toutes les clauses qui sont un petit peu délicates, celles qui vont par exemple protéger les intérêts des VC en cas de problème, elles sont connues dès la term sheet et il n'y a pas de surprise. Donc si vous travaillez dans la période de drague initiale, d'analyse d'un deal avec Elaya, et si vous allez au bout et qu'on arrive à avoir envie de travailler ensemble, ce que vous verrez dans la term sheet, ça sera l'intégralité des clauses compliquées. Ces clauses compliquées, typiquement, c'est les clauses de ratchet, les clauses de liquidation préférentielle, les clauses de bad lever. Je ne sais pas si ces choses-là vous parlent. Je suis à votre disposition pour vous donner des détails là-dessus. C'est en gros des technicités qui vont protéger
plus ou moins le VC en cas de problème dans la boîte. Et en général, c'est des clauses petit 1 que les entrepreneurs débutants ne connaissent pas, et petit 2, quand ils les connaissent, ils les aiment pas du tout. Donc nous, on les explicite dès le début, et en plus, on les a fait de la façon la plus soft, la plus entrepreneur-friendly. Je peux rentrer dans les détails de chacune de ces clauses. C'est de la technicité, il faut absolument apprendre ça. Et une chose qu'un bon VC doit faire, un VC qui a vraiment envie de travailler les entrepreneurs, c'est d'éduquer l'entrepreneur sur ces clauses, c'est-à-dire de ne pas se cacher derrière la technicité et d'attendre que l'entrepreneur les découvre. Parce qu'un bon entrepreneur, il est occupé une fois de plus à 200 000 % dans sa boîte, il n'est pas là avec un avocat à côté de lui en train de comprendre chaque pixel qu'on a pu écrire dans une term sheet. Et en général, ces clauses, il les découvre quand c'est trop tard. Il faut être explicite, il faut le dire dès le début. Et une autre chose qu'on fait, c'est que quand on lève de l'argent, il ne faut pas s'attendre à ce que les intérêts des VC et les intérêts des entrepreneurs soient alignés. C'est impossible. C'est l'asymétrie que j'expliquais au début. On est des animaux différents, avec des intérêts différents, une perspective sur la vie différente. Néanmoins, les objectifs peuvent être alignés. C'est-à-dire, on n'attend pas la même chose en termes de sortie. Une sortie à 2 millions, ça peut être bien pour l'entrepreneur et pas bien pour le VC, ou à l'inverse. En revanche, ce qu'on veut faire avec l'argent, ça doit être explicité. Et donc, quand on investit dans une boîte, on leur dit, voilà les objectifs qu'on espère atteindre. Ce n'est pas un contrat, si jamais ces objectifs changent, ce qui est la nature par ailleurs d'une start-up, il n'y a pas mort d'homme, mais au moins on se met d'accord. On dit, oui, voilà, on lève de l'argent parce qu'on a envie de compléter l'équipe avec telle ou telle embauche, on a envie de tester le marché aux US, et puis on pense qu'il y en a pour 18 mois, et on pense que dans 18 mois, on va aller voir un autre VC, puis on aimerait bien que l'autre VC soit américain. Voilà, ça donne des grandes idées directrices. Il ne faut pas penser que l'entrepreneur peut prendre l'argent et travailler tranquillement dans son tunnel tout seul, et à l'inverse, le VC ne peut pas diriger la boîte, et donc il y a cet engagement quand on veut travailler main dans la main, c'est que pendant cette négociation qui transforme la term sheet, donc l'intérêt, la déclaration d'intention, en contrat, donc en pacte d'actionnaires, c'est le moment où on se dit très clairement et très explicitement ce qu'on va faire de l'argent qui est levé. La troisième phase, c'est la vie des startups. Donc là, vous avez vu la parabole de Lazarus où on est au volant. Donc ça c'est comme ça que conduisent en général les entrepreneurs. Donc en général, une startup se caractérise par opposition, ou en tout cas par comparaison avec une entreprise sans capital, par le fait qu'on essaye d'aller à la vitesse maximale. C'est pour ça qu'on prend du capital. Le compromis de prendre du capital, c'est pas pour être plus riche, c'est pour aller plus vite, c'est pour pouvoir faire de la R&D plus rapidement, c'est pour pouvoir investir en marketing et en bizdev plus rapidement que de façon organique. Donc la vitesse, c'est une obligation intrinsèque au modèle de startup, sinon c'est pas une startup, et c'est à ça que sert le capital. Et si on va plus vite, on prend plus de risques. On prend plus de risques de rater un virage, de s'être trompé de route et de devoir pivoter ou de se planter. Et donc il y a aussi des choses qu'il faut établir dans la relation entrepreneur-VC pendant cette phase de haute vitesse et de haute prise de risque. Phase qui, une fois de plus, statistiquement dans le modèle des startups en France, dure 6 ans. C'est les boîtes qui ont un grand succès et qui vont aller au Nasdaq et qui sont rares vont y aller en général aux alentours de l'année 10. Il y a bien évidemment des fois des exploits de boîtes qui vont plus vite, mais il va falloir 10-12 ans pour faire une très très grosse sortie. Et au bout de 4, 5, 6 ans, on peut faire des sorties industrielles, donc du M&A. Et puis parfois on se plante plus vite aussi, et donc parfois on n'arrive pas à cet âge-là, mais en moyenne les sorties sont à 6 ans et demi. Donc quand vous travaillez avec des VC, ce n'est pas que de l'argent, c'est une relation dans une équipe qui doit durer sur du long terme. Que faire pour être entrepreneur friendly pendant cette phase de vie accélérée? D'abord, c'est de considérer que l'argent, c'est pas juste de l'argent, c'est un partenariat. Donc nous, on s'engage à l'intérieur de Elaya d'être disponible 100% du temps, et 100% de l'équipe Elaya est disponible sur n'importe quel sujet que l'entrepreneur peut traiter. Ça, c'est intéressant. Nous, on a une équipe qui est assez variée. Il y a 11 personnes dans la boîte, et on a des profils il y a des profils de chercheurs, d'entrepreneurs, de financiers, de commerciaux, il y a même un matheux. Et donc on a des perspectives assez différentes, on a des réseaux complémentaires, on a des savoir-faire également synergiques, et on s'engage envers toutes les entreprises dans lesquelles on investit d'avoir l'intégralité du partnership qui est disponible l'intégralité du temps sur tous les sujets. Et c'est très important pour un entrepreneur de savoir développer cette relation et d'en tirer bénéfice. Hier, on a eu une discussion assez intéressante sur la plénière avec Jean, je ne sais pas si vous y étiez, où on est arrivé à la conclusion que ce qui peut aider l'écosystème français à se développer encore plus vite en termes de start-up, c'est pas d'avoir plus d'argent. Plus d'argent, c'est bien, mais il y en a déjà pas mal. C'est pas d'avoir plus d'entrepreneurs, parce qu'il y a déjà pas mal d'entrepreneurs aussi, il y en a même plus qu'il n'y en a jamais eu historiquement en France, mais c'est d'avoir plus d'éducation pour ces entrepreneurs, plus d'accompagnement, plus de mentoring, essayer de savoir à l'avance quels sont les coûts qui vont venir, et essayer aussi de transmettre l'ambition et le savoir-faire des gens qui sont passés par là. À cet égard, il faut considérer votre VC futur comme un de ces partenariats. Ce n'est pas le point unique d'éducation, mais c'est un point d'éducation important, parce qu'un VC,
en moyenne, il va avoir 6, 7, 8 boîtes dans son portefeuille, et s'il travaille depuis quelques années, il peut en avoir eu des dizaines. Et tout ça, c'est une expérience grâce à laquelle on peut brasser des règles et qu'on peut transmettre ces règles. Donc il faut être disponible, il faut créer ça. Un VC qui vous dit « je veux savoir de vous uniquement la feuille Excel des KPIs que vous allez envoyer à la fin du mois », c'est pas le bon VC. Et à l'inverse, un VC qui prétend faire votre métier mieux que vous et qui veut prendre le volant, c'est pas un bon VC non plus. Donc le VC il reste sur sa place du passager, mais 100% disponible. Une autre chose qui est très importante, c'est à quel point on pense, en particulier en early stage. 2 minutes? Non, tu rigoles. Mais j'ai commencé à l'avance. D'accord, alors j'ai un petit peu accéléré. Un bon VC doit savoir que l'innovation, c'est fait d'erreurs, et donc ne pas être surpris du fait qu'on va changer de route, et savoir aussi quelles sont les valeurs d'un BP. On vous demande tous d'écrire un BP, il faut écrire un BP en tant qu'entrepreneur, c'est une exigence pour savoir structurer sa pensée, et pour pouvoir aussi écrire la baseline qui va nous permettre de mesurer si on s'en écarte. Mais on sait aussi qu'un BP, c'est pas un contrat, et qu'en général, une boîte ne tient pas son BP, et un VC early stage doit savoir ça. Et enfin, à la fin, donc au bout de 2 minutes, on arrive bien évidemment à l'exit, qui, quand elle se passe bien, amène à ce type de photos. C'est pas les seuls types de photos qui existent, il n'y a pas que des exits comme ça. Le VC doit aussi être friendly au moment de l'exit, et la chose la plus importante pour un VC qu'il faut savoir, c'est de respecter le rythme biologique de l'entrepreneur. En fait, un VC ne doit pas forcer un entrepreneur qui veut rester dans sa boîte à sortir. Et un VC ne doit pas forcer un entrepreneur à rester dans sa boîte si l'entrepreneur est fatigué et veut sortir. C'est l'entrepreneur qui décide de rythme. Alors bien évidemment, il n'est pas seul, il y a aussi des facteurs exogènes. Il faut regarder si le marché est prêt à consommer en cas de sortie. Mais fondamentalement, c'est ça qui est important. Et nous, on a rajouté une clause à ça, c'est que parfois les sorties, elles sont vers le haut. Et c'est pour ça qu'on travaille, mais parfois elles ne sont pas vers le haut. Et ce n'est pas un drame. Ça fait partie de l'éducation, ça fait partie du jeu. Quand on fait de l'innovation, forcément, on arrive à des endroits qui n'ont pas été défrichés avant nous, par définition intrinsèque à l'innovation, et donc il peut y avoir des échecs. Ce n'est pas un drame, et il faut apprendre à en sortir élégamment. Sortir élégamment, ça peut être, par exemple, si on voit qu'une boîte ne va pas réussir à aller au Nasdaq, peut-être la mettre break-even à l'équilibre tranquillement et que l'entrepreneur continue sa vie dedans, ou peut-être faire une sortie industrielle en vendant les actifs et puis pouvoir se retravailler sur un autre sujet ensemble ou pas ensemble ailleurs. Donc nous, on accompagne de façon la plus élégante possible les sorties, même les sorties qui ne sont pas vers le haut. La conclusion, c'est qu'un VC entrepreneur friendly, c'est un VC qui doit apprendre à travailler avec l'entrepreneur et réciproquement apprendre à l'entrepreneur à travailler avec les VC pendant les 4 phases. Donc ça se passe pendant toute la vie d'une entreprise. Et moi, la conclusion que j'ai en tant qu'entrepreneur, que je vous donne à vous, amis entrepreneurs, c'est que vous êtes du bon côté aussi du volant, c'est vous qui décidez. Et c'est à vous aussi de faire les due diligence sur les VC, au même titre que les VC font des due diligence sur vous, et de choisir avec qui vous voulez vous embarquer dans cette aventure. Vous tenez le volant, mais c'est intéressant d'avoir à côté de vous quelqu'un qui peut lire Waze ou Google Maps, qui peut voir venir les voitures qui viennent sur le côté, et qui vous réveille quand vous n'allez pas assez vite, ou qui vous met de la musique qui vous calme un petit peu si jamais vous allez trop vite. Donc ce partenariat, même s'il reste asymétrique, est crucial, et c'est aux deux parties de choisir avec qui on s'embarque dans l'aventure. Je vous remercie. Et comme j'ai gagné 5 minutes sur le timing, il reste un quart d'heure pour les questions. C'est pas ça ? En fait, une discussion, vous dites la maturité se fait au bout de 6 ans et demi. Est-ce que c'est pas une façon de dire, en fait, une entreprise, toutes les entreprises ne sont pas les mêmes, elles ne sont pas matures à 6 ans ou à 12 ans. Est-ce que c'est pas juste une obligation du fonds de dire, au bout de 7 ans, il faut que je récupère de l'argent d'une manière ou d'une autre, et c'est quelque chose qu'on impose aux entrepreneurs de dire, à 7 ans, il faut que tu trouves quelqu'un d'autre, ou que tu rachètes, ou que tu fasses autrement, ou est-ce que c'est vraiment un cycle naturel que vous avez constaté? J'ai une opinion par rapport à ça, mais est-ce que c'est pas une obligation financière? Non, très bon point. Alors, il n'y a pas d'obligation financière de rendre à 7 ans, mais il y a une obligation financière, c'est la façon dont les fonds sont structurés contractuellement avec leurs investisseurs. Un fonds de capital risque lève de l'argent auprès d'investisseurs, qu'on appelle les limited partners, et ensuite vont replacer cet argent dans les entreprises. Quand on lève cet argent auprès des limited partners, on signe un contrat avec ces limited partners où on décrit le cycle de vie du fonds. Et un fonds, en général, ça vit 10 ans. Les 4 premières années du fonds sont passées à faire des premiers investissements, ce qu'on appelle la création du portfolio, et les 6 années derrière sont passées à réinvestir, ce qu'on appelle les follow-ons, dans les entreprises qu'on a déjà dans le portfolio. Et au bout d'un moment, nos limited partners, on doit leur rendre leur argent. Donc effectivement, au bout d'un moment, il y a un retour qui doit être fait. Donc il n'est pas contractualisé qu'on doit sortir les boîtes au bout de 7 ans, mais en général, au bout de 10 ans, au bout de 11 ans, au bout de 12 ans, les gens qui investissent dans les fonds
ils veulent leur argent, et c'est logique parce que s'ils n'étaient pas là, tout ce système du capital risque et donc des entrepreneurs de type start-up n'existerait pas. Donc c'est important de le rendre. Donc effectivement, l'existence d'un cycle de vie du capital a une incidence sur les cycles de start-up. Et les deux sont intimement corrélés. Est-ce qu'on arrive du coup à ménager la vie de l'entreprise et son développement et cette exigence financière par rapport, enfin, si quelqu'un Alors, les entreprises à succès dans le monde du capital risque, on voit que ça va être un succès au bout de 2-3 ans. Donc une entreprise qui a passé plus de 3 ans sans réussir à faire décoller aucune de ses métriques de traction du marché ou de dépôt de brevets ou d'embauche substantielle, au bout de 2-3 ans, il y a quand même un bon indicateur comme quoi ce n'est pas une start-up dans le sens sans jugement de ces entreprises qui vont vite. Et après 2-3 ans, on commence normalement à avoir un décollage substantiel et on rajoute encore 3-4 ans derrière pour réussir à prendre une empreinte sur le marché qui est créatrice de valeur. Si tout ça, ça ne se passe pas en 5-6 ans, on n'est probablement pas dans le modèle. Ceci dit, effectivement, il y a des exceptions. Ça dépend aussi du métier. Il y a des métiers qui requièrent plus de R&D. Si on est dans la bio, par exemple, il y a beaucoup plus de R&D, puis en plus, il y a beaucoup de choses à valider par rapport aux aspects juridiques, etc. Donc les biorhythmes diffèrent. Et effectivement, le fait que le capital risque soit géré sur des cycles de 10 ans a une incidence sur le cycle de l'entreprise. Mais une entreprise qui, au bout de 6 ans, n'a pas fait de preuve d'un certain dynamisme n'est probablement pas une bonne entreprise à financer par du capital risque. Il y a des exceptions, et c'est pour ça qu'il existe aussi ce qu'on appelle du secondaire, c'est-à-dire des fonds qui rachètent des fonds pour refaire vivre l'entreprise plus loin. Il y a aussi des entreprises qui parfois se développent non pas en mode start-up mais en mode organique pendant un certain nombre d'années, puis qu'au bout d'un moment elles découvrent une bonne idée de produit et se disent là je vais augmenter mon capital, et l'entreprise a déjà 8 ans quand elle augmente son capital, et donc on va remettre les compteurs à zéro. Mais oui, 2-3 ans pour montrer une traction, 5-6 ans pour créer une valeur substantielle. Après, il peut y avoir des rythmes différents. Vous décrivez un profil d'entrepreneur qui est des gens qui travaillent énormément. D'après votre discours, on a l'impression qu'ils donnent leur vie, qu'ils travaillent 60 heures par semaine ou plus. Est-ce qu'il y a de la place pour des entrepreneurs qui travaillent 40 heures et qui ont un bon projet rentable ? En fait, je crois dans la diversité du monde et de la race humaine. Donc il y a tous les formats qui existent. Il y a même cet Américain malin qui a écrit ce bouquin pourri de la semaine de 4 heures. Non, de façon très réaliste, quand on s'engage dans la création d'une start-up, on sous-estime toujours l'effort à fournir. Juste toujours. Il y a toujours... Le roadmap produit ne va pas se développer au rythme qu'on veut, la qualité de service ne va pas être là, les clients ne payent pas au bon moment, cet enfoiré de VC, il avait dit qu'on aurait l'argent le mois prochain, mais il faut 3 mois de plus, on a une personne clé qui est sous-motivée parce qu'elle a un problème à la maison, et puis on baisse notre... On est engagé dans un rythme effréné et qui bouffe le temps. Après, on a des styles de vie philosophiquement différents de personne à personne, et puis on a aussi des talents qui peuvent différer. J'ai connu en théorie 2 ou 3 entrepreneurs qui travaillaient pas énormément et qui étaient extraordinairement talentueux et un peu chanceux et pour lesquels ça s'est bien passé. J'ai connu aussi des gens qui travaillent 100 heures par semaine et ça marche pas non plus, donc il faut une certaine raison, mais on sous-estime l'effort de monter une start-up. C'est quelque chose que j'ai fait plusieurs fois dans ma vie et je continue à accompagner des entrepreneurs. C'est génial, c'est un accomplissement, c'est excitant, le niveau d'adrénaline est remarquable, mais c'est vraiment pas un truc à temps partiel, quoi. Bonjour, merci déjà. Qu'est-ce qui déclenche un coup de foudre côté VC ? Alors dans 3 cas sur 5, sur 4, sur 3,5, le coup de foudre c'est l'équipe. C'est vraiment la valeur humaine, il ne faut pas oublier, moi je parle uniquement du capital risque early stage, qui est le seul que je connais, et dans le early stage il y a peu d'actifs encore dans la boîte, et donc le coup de foudre on se dit j'ai super envie de travailler avec ces gens-là, ou j'ai super pas envie de travailler avec ces gens-là, et là il y a 80% du job qui a été fait. Après il y a une deuxième chose, c'est que les VC sont un petit peu sensibles au mode. À un moment donné il fallait absolument faire du mobile, puis à un moment donné il fallait faire absolument du SaaS B2B, puis maintenant il faut absolument faire de l'AI et de la big data, donc on peut avoir aussi une influence sur le sujet qu'on traite, et puis éventuellement si on a déjà de l'attraction,
par exemple des gens qui ne sont pas encore vraiment lancés, mais qui commencent déjà à avoir mis un truc en open source, puis qui commencent à avoir déjà des millions de downloads, ça peut être intéressant, mais vraiment le facteur numéro 1, c'est l'équipe. Il y a ce fameux adage ultra connu et très tarte à la crème qu'une bonne équipe réussit un mauvais projet et une mauvaise équipe rate un bon projet. Donc l'équipe en premier, et le sujet et l'adhérence du sujet à un certain contexte. C'est aussi quelque chose d'important. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de gens qui se lancent dans la ad tech et tout le monde qui se lance dans la data, par exemple, ce qui était le contraire il y a 5 ans. Donc l'entrepreneur, il doit être épaulé déjà avant d'être accompagné par le VC. Pardon, il doit ? Il doit déjà être épaulé, il doit déjà avoir Enfin, vous parlez d'équipe. Ah oui, tout à fait. Les solo-entrepreneurs, comme on dit, on a toujours une petite crainte à ce sujet. D'abord parce que c'est impossible de monter une boîte tout seul. Alors, bien évidemment, c'est possible de le faire avec 4 heures par semaine, c'est possible de le faire tout seul. On va trouver toutes les exceptions et toutes les variations sur l'arc-en-ciel des couleurs humaines. Mais en général, c'est trop dur à faire tout seul pour une question de bande passante et pour une question de savoir-faire aussi. Donc on aime bien que l'entrepreneur soit en équipe. Si l'entrepreneur vient nous voir et qu'il n'est pas en équipe, il y a 2 petits flags qui c'est peut-être que ça veut dire que son ego ou son sens de la propriété est tel qu'il hésite à ouvrir son capital à un associé, ce qui n'est pas un bon signe. Ou peut-être, deuxième signal, c'est qu'il veut bien s'ouvrir, mais il n'y arrive pas parce que finalement, son plan n'est peut-être pas si séduisant que ça. Ou lui, en tant que personne, n'est peut-être pas si leader que ça. Et donc ça, c'est aussi un flag qu'on n'aime pas. Ceci dit, ça arrive parfois. Ça arrive parfois parce que l'entrepreneur s'est lancé très tôt. Très tôt, il a eu un succès, il y a une dynamique qui se crée, il a besoin de lever. Et puis là, il a urgemment besoin d'argent et il n'a pas le temps d'aller chercher un associé. Et il nous arrive de prendre ce risque-là, de parier sur des solo-entrepreneurs en disant on va compléter l'équipe ensemble plus tard et on te fait confiance sur le fait que ça va se faire. Ce risque-là, il nous arrive de le prendre parce qu'il ne faut pas laisser passer les stars. Parfois, on a un cycle de vie qui fait qu'on n'a pas eu le temps de compléter l'équipe. Mais une entreprise qui est gérée de A à Z par un solo-entrepreneur qui n'a pas voulu s'associer, c'est rarissime, mais ce n'est pas conseillé. Merci. Merci à tous. Bonne journée.